Donc effectivement, là, je voulais présenter Zineb El Khalfi, qu'on a l'honneur de recevoir pour cette troisième exposé, donc qui travaille au CESI, qui est enseignant-chercheur au CESI et qui va nous parler d'optimisation de placement pour la micromobilité partagée. Donc, merci. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc moi je suis Zineb, je suis enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs CESI. Je suis membre de la chaire Mobilité et Transport Intelligent. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une chaire, c'est en fait un partenariat entre plusieurs acteurs, entités, laboratoires de recherche et entreprises, qui regroupent des activités de recherche, d'enseignement, de transfert vers le monde socio-économique. Donc l'objectif, c'est de porter des projets scientifiques qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui, aux enjeux sociétaux surtout. Dans notre cas, c'est la mobilité intelligente. Donc cette présentation porte sur la gestion, en fait c'est les premiers résultats d'un projet de la chaire, l'optimisation des placements, la gestion des flottes en micromobilité. Donc on parle ici de véhicules légers conçus pour un usage individuel à courte distance, comme les trottinettes électriques et les vélos électriques. Donc ce mode de transport est devenu très populaire. Donc plusieurs startups et entreprises ont démarré leur activité sur le secteur pour proposer un service partagé. À Bordeaux, on a compté le plus grand nombre d'opérateurs de services de mobilité partagée en 2022, même plus que Paris. On en avait 17. Et donc c'est devenu nécessaire de gérer le partage de l'espace public avec ce mode de transport. Et aussi pour nous, c'est intéressant de travailler sur les problématiques et les enjeux des opérateurs de micromobilité. Donc parmi les problèmes majeurs des opérateurs, c'est le placement, c'est la décision des placements des flottes pour améliorer la satisfaction client. Les méthodes de stationnement dépendent de la stratégie de l'opérateur et la stratégie du gestionnaire de l'espace public, à savoir la métropole. Donc on peut avoir des systèmes avec des stations fixes. Donc l'utilisateur, il doit chercher la station la plus proche pour récupérer un véhicule et il doit rendre le véhicule à la station la plus proche de sa destination. On peut avoir des systèmes avec des sensations, ce qu'on appelle aussi le free floating. Et donc l'utilisateur, il va chercher le véhicule le plus proche et il peut le déposer n'importe où sur la zone de service de l'opérateur. Donc les opérateurs, ils choisissent les emplacements souvent d'une manière manuelle ou semi-automatique, en analysant un peu la ville, les quartiers les plus... là où il y a le plus de demandes, voilà. Donc ça reste une analyse géospatiale semi-automatique. Ce qui engendre quelques problèmes. Donc on peut se retrouver avec, je ne sais pas si vous reconnaissez donc l'opérateur Bird. Je sais pas si... Allez. Donc on peut se retrouver soit avec des véhicules qui sont centrés souvent en centre-ville et avec des zones où il n'y a pas de véhicules disponibles. On peut aussi se retrouver avec des endroits stratégiques où il n'y a pas du tout d'offres. Et donc, pour pallier à tous ces problèmes, et surtout donc, le manque de clients potentiels, on cherche à mettre en place un système d'aide à la décision pour les opérateurs afin de mieux placer les véhicules pour améliorer donc, la satisfaction client, pour ne pas aller très loin pour chercher une trottinette. Donc, on a commencé à faire un état de l'art. Donc, c'est un projet de recherche. On a regardé les articles scientifiques, ce qui se fait en ce moment. On a trouvé plusieurs travaux déjà qui portent sur les problèmes de déplacement en micromobilité avec plusieurs datasets qui existent, qui sont gratuits. Nous avions aussi la possibilité de récupérer les données de Bird pour travailler sur le sujet. En termes de méthodes, donc, on avait deux catégories de méthodes. Donc, soit l'utilisation du machine learning pour prédire les futures demandes, pour les stations fixes et le système de free floating. Et on avait, donc en machine learning, c'est tout simple, on a des données, on va entraîner un modèle
qui nous donnera des prédictions sur les futures demandes à partir des données traitées. Pour les systèmes automatisés avec de l'apprentissage par renforcement, il y a des modèles qui existent et en fait c'est le fait d'entraîner un agent à prendre des actions avec un système de récompense, un peu ce qu'il a expliqué à Axel tout à l'heure. Donc on prend des actions, on améliore un petit peu la stratégie et on avance pour avoir des prédictions. Les systèmes automatisés restent très complexes, difficiles à mettre en place, très coûteux en termes de temps de calcul. Donc pour commencer, on a choisi de se focaliser sur le machine learning. Mais dans le machine learning, il y a plusieurs techniques. Donc on a trouvé des travaux sur les réseaux de neurones, réseaux de graphes, sous forme de graphes. Aussi sur les réseaux de neurones, donc ça reste les méthodes de deep learning, de l'apprentissage profond. C'est aussi des méthodes un peu complexes, c'est la boîte noire, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Il y a aussi des algorithmes classiques de machine learning, donc on revient un peu sur les méthodes classiques qui sont efficaces, rapides et qui peuvent répondre aux besoins. Pour les systèmes sans station, donc là c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas de stations qui sont fixées, on a des positions éparpillées sur la zone de service. Et donc pour le faire, les chercheurs ils ont travaillé avec une espèce de grille qui est posée sur la carte. Et donc on peut avoir des méthodes qui se basent sur ce qu'on appelle les heatmaps, c'est les tendances de demande et d'utilisation. Mais ça reste une méthode qui n'est pas précise en termes de prédiction, donc on ne sait pas le nombre de demandes exact qui va être demandé sur une zone. Et on peut aussi utiliser les réseaux de neurones avec les grilles. Donc là, c'est pareil, c'est un peu complexe à mettre en place et c'est très coûteux. Nous, l'objectif, c'est de faire quelque chose de simple pour qu'il s'adapte à un besoin aussi d'un outil en temps réel, qui se rapproche du temps réel et qui peut être précis. Donc, pour résumer, on propose donc, dans ce travail une méthode qui est simple, efficace, qui peut être appliquée aux deux systèmes si l'opérateur a un type de véhicule en système avec des stations fixes ou sans station, qui peut utiliser aussi pas que l'historique des trajets, mais aussi la météo, l'aspect temporel, et qui peut aussi nous donner une prédiction précise sur le nombre de véhicules à placer ou à équilibrer ou à déplacer. Donc, je vais vous détailler un petit peu la solution sans trop rentrer dans les détails techniques. Donc, on a suivi les étapes classiques d'un projet en machine learning. On collecte les données, donc les trajets et aussi les données externes comme la météo, l'aspect temporel, etc. On fait du pré-traitement, donc nettoyage des données, données incomplètes, données erronées, l'encodage des données, tout simple. Après, on divise notre jeu de données en 3 parties, donc 80% pour l'entraînement du modèle, 10% pour les réglages des hyperparamètres et 10% pour l'évaluation et le test final. Alors, le plus compliqué, c'est de choisir le modèle. Et donc, nous avons sélectionné et comparé 3 modèles qui sont les plus performants et pour nous qui s'adaptaient le plus à notre problème. Donc on avait Random Forest, Stacking Regressor et le Gradient Boosting. Je reviendrai un petit peu sur les modèles après. Et nous, l'objectif, c'était de faire plutôt de la régression multi-output parce qu'il y a des travaux qui font un modèle par station pour prédire le nombre de véhicules. Nous, on voulait avoir un seul modèle qui permet d'avoir plusieurs sorties, plusieurs prédictions. Donc après, il y a l'étape de réglage d'hyperparamètres avec une étude exploratoire avec des valeurs random aléatoires. Et finalement, l'évaluation avec les métriques donc, classiques en machine learning. On a utilisé le MAE, donc c'est la moyenne de la différence entre la valeur prédite et la valeur exacte. Donc les modèles, c'est le même principe. Au lieu d'avoir un estimateur très complexe, on va faire plusieurs estimateurs simples. Et c'est le fait d'assembler les résultats de tous les estimateurs faibles qui nous donne un résultat puissant. Donc, Random Forest et Gradient Boosting, ça se base sur les arbres de décision. Donc, c'est une suite d'arbres de décision qui vont faire des prédictions.
La différence, c'est que Random Forest, il va faire soit la moyenne, donc pour la prédiction, pour avoir la prédiction finale, il va faire soit la moyenne, soit un système de vote. Le gradient boosting, il va avoir, en fait, il va construire les arbres de décision d'une manière additive, donc une arbre après une autre, et c'est un modèle très performant. D'ailleurs, c'est le modèle qu'on a choisi qui nous a donné les meilleurs résultats. Par rapport au stacking regressor, donc c'est un modèle très performant aussi, mais qui n'était pas finalement adapté, il ne nous a pas donné les meilleurs résultats. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs estimateurs qui peuvent être plusieurs modèles différents, plusieurs algorithmes différents, et d'avoir un estimateur qui va apprendre à agréger d'une manière optimale le résultat de tous les estimateurs. Voilà, donc en gros la différence, il y a beaucoup de détails derrière, mais je rentre pas trop parce que sinon ça va devenir très très long. Donc, ce qu'on fait, en fait, pour mieux tester la méthode, les algorithmes, les comparer, donc des expérimentations, on a commencé avec donc un dataset qui est CityBike de New York sur 3 mois pour les systèmes à station fixe. Donc, comme j'ai dit, le gradient boost nous a donné le meilleur résultat. En termes donc, de MAE, on était à moins d'un trajet, donc c'est la valeur moyenne de la valeur exacte moins la valeur prédite. Je vous montre un petit peu le résultat donc, de la visualisation sur la carte. Ah non. Pardon. Donc là, on est sur des stations fixes. On voit donc par station un nombre, c'est le nombre de demandes prédites par le modèle à un instant donné et sur une instance choisie aléatoirement. Donc les nombres que vous voyez, c'est le nombre de véhicules qui sera demandé. Nous avons fait une visualisation du taux d'erreur. Donc c'est la différence entre la valeur exacte et la valeur prédite. Donc ce que vous voyez en haut, c'est le nombre des demandes prédites. Et ce que vous voyez en bas, c'est la différence. Donc tout ce qui est en vert, c'est une valeur exacte. Donc le modèle, il a prédit la valeur exacte qui était dans la base de test. Pour ce qui est en jaune, c'est de la surestimation. Ce qui est en rouge, c'est de la sous-estimation. Donc on voit qu'il y a beaucoup de vert et quand c'est rouge ou jaune, on n'est pas très très loin. Ça reste dans les 2-3 maximum. Pour les systèmes sans station, donc la difficulté, c'est, comme j'ai dit, c'est on doit appliquer une grille pour regrouper un peu les véhicules. Donc il y a des travaux qui utilisent la grille avec des cellules en carré. Nous, on a proposé d'utiliser les hexagones. On trouve que c'est plus adapté. En termes de résultats, c'est proche, mais en termes de visualisation, c'est beaucoup mieux. Parce que la taille de l'hexagone, c'est un paramètre qu'on peut modifier. Donc on peut soit faire la prédiction sur vraiment des petites zones ou d'agrandir un petit peu la zone d'étude. Donc, nous avons appliqué une grille d'hexagone. Nous avons donc le dataset, c'était Pilot de Chicago sur 5 mois en 2022. Et donc là, pareil, les résultats sont plutôt concluants. On a beaucoup de vert. Pareil. Et donc, comme vous voyez, donc la taille de la cellule, ça peut changer comme l'opérateur le souhaite. Alors finalement, nous avons pu tester sur un cas réel de la ville de Bordeaux avec notre partenaire Bird qui nous a fourni déjà la liste des stations. Pour Bird, c'est un petit peu différent des stations fixes. C'est en fait ce qu'on appelle des stations virtuelles. C'est fixe mais sans borne. Donc on ne les attache pas. Et donc c'est des stations avec un rayon de 15 mètres. Donc dans la phase de préparation, on a modifié un petit peu la démarche pour prendre en compte cette contrainte. Après, nous avons aussi reçu les données sur les trajets pendant 15 mois entre 2021 et 2022. Nous avons rajouté les données météorologiques, etc. Nous avons lancé le modèle. Et donc là, pareil, on trouve un résultat plutôt concluant, plutôt performant sur la ville. Pour conclure, donc la méthode, elle est plutôt simple. Pas très complexe. On peut améliorer encore les résultats donc, en utilisant LSTM qui est un modèle de réseau de neurones pour avoir en plus l'aspect temporel plus en détail pour avoir peut-être un modèle qui prend en compte à l'instant même l'utilisation des véhicules.
On peut aussi prendre en compte plusieurs d'autres paramètres, comme le trafic, les événements. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié un peu, je pense qu'on est bon. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour votre présentation. Edouard Tabary, BNP Paribas. Je me demandais quelles étaient les principales variables en termes de pouvoir explicatif dans votre modèle pour prédire la demande. Qu'est-ce qui joue sur la décision? Qu'est-ce qui permet de prédire? Qu'est-ce qui joue sur la précision en termes des données qu'on a récupérées? Quelles sont les variables les plus importantes du modèle si on les classe par importance dans les inputs? C'est les trajets, donc c'est la demande, l'historique de la demande, c'est ce qui fixe le plus donc, le résultat. Après, alors les données météorologiques, ça n'a pas trop affecté. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme paramètre? Je pense que c'est ça, hein, on se base sur l'historique des trajets pour prédire la demande ensuite. Bonjour, Pierre Legault, Hello Work. Moi, je me posais des questions sur les données, puisque vous disiez que vous basiez beaucoup sur les trajets. Vous avez eu un partenaire qui est Bird. C'est pas l'unique partenaire, c'est pas l'unique fournisseur de services. Du coup, je me demandais comment vous aviez pris en compte le fait qu'il vous manquait finalement aussi des trajets, que vous aviez, je connais pas bien la répartition des clients entre Bird et ses concurrents. Mais est-ce que finalement le modèle, il n'y a pas des risques qui soient limités à ce que fait Bird actuellement vis-à-vis de ce qu'il pourrait faire s'il avait tout le monde? Et voilà, du coup, c'était un peu ça. Okay. Comment vous avez intégré ça? Ouais. Donc nous, l'objectif, c'est d'avoir un outil d'aide à la décision pour un opérateur. C'est plutôt la métropole qui peut disposer d'un système avec tous les opérateurs pour justement gérer comment ça fonctionne pour tous les opérateurs. Mais là, on a testé un modèle sur un opérateur. Sur les autres opérateurs, c'était des datasets qui existent. Donc à chaque fois, c'est un opérateur. Mais ça peut être une piste intéressante après pour voir comment on gère l'interaction entre deux opérateurs sur la même carte. Merci. Ok, est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Oui, bonjour. Je me posais une question sur est-ce qu'il y a des zones plus difficiles ou pas à prédire? Là, je vois par exemple sur l'image qu'on voit là, beaucoup de jaunes bien centralisés. Donc c'est l'endroit où vous avez eu du mal à prédire. Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus faciles à prédire, d'autres plus difficiles? Est-ce que vous avez eu des interprétations là-dessus ou pas? En fait, il y a des... Oui, mais ça dépend des villes. C'est vraiment... on voit que ça peut être... C'est pas vraiment le centre-ville. Là, sur le dataset de Chicago, en fait, on peut avoir une très bonne prédiction sur le centre-ville. Je pense que ça dépend si c'est des zones qui, avec comment dire, des périodes où il y a beaucoup de demandes, d'autres périodes où il y a moins de demandes. Ça dépend beaucoup. Donc, mais non, on n'a pas fait le lien avec les caractéristiques de la zone. Est-ce qu'on a eu une sous-estimation ou une surestimation à cause d'un critère en particulier sur la carte? Mais pareil, ça peut être une piste intéressante. Là, vous me donnez plein d'idées. Je vous remercie. Allez, une dernière question. Oui, bonjour, merci. Une question par rapport à l'analyse de type des véhicules. Parce que j'imagine que ça change par rapport au choix. Si un opérateur est au vélo ou la trottinette, je pense qu'ils ne vont pas y aller dans le même intérêt. Les gens qui vont le consommer, donc comme ça change la dynamique d'allocation. Merci. En fait, dans les travaux, il n'y a pas beaucoup de différence. Entre les vélos et les trottinettes, c'est les mêmes modèles, c'est le même principe. Normalement, les trottinettes, ça roule sur les pistes cyclables. Il y a les mêmes à peu près. Après, on n'a pas fait la comparaison entre vélo et trottinette sur la même ville parce qu'on n'avait pas les données. Mais quand on voit les travaux en général, souvent, trottinette ou vélo, il n'y a pas beaucoup de différence. En vrai, sur les
sur tout ce qui est modélisation, sur les résultats. Il n'y a pas de travaux qui comparent. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la demande des vélos et la demande des trottinettes? Ça n'a pas été fait. Et souvent, quand on parle de ce type de véhicule, on dit que c'est des véhicules légers, c'est tout type de véhicule. Je me permets une dernière question. Oui. Il y avait des petites animations avec vos batteries qui faisaient Oui. que ça montait et ça descendait. Et un cas d'usage, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un qui arrive et la batterie n'est pas disponible en fait, ou elle est Ouais. un peu à plat. Comment vous intégrez ça dans le modèle, ou est-ce que c'est pas, pour l'instant ils n'ont pas cette donnée-là dans le dataset? Vous spoilez un petit peu la suite parce que c'est ce qu'on veut faire en fait, c'est de faire la prédiction des pannes de batterie avec la prédiction des demandes pour voir en fait est-ce que parce que souvent ça peut arriver les pannes de batterie et donc c'est vraiment une partie qu'on va attaquer juste après cette partie-là. Ok, ben donc allez. Dernière. Bonjour, juste toute petite question, c'est la durée de l'historique qu'il faut pour arriver à avoir des prédictions correctes. Vous avez regardé ça ou pas? Est-ce qu'il faut attendre longtemps? Minimum une année, puisqu'on sait qu'entre les saisons ça peut changer. 2 ans c'est très bien, mais après on a eu la période Covid, donc ça peut fausser un peu les résultats. C'est pour ça qu'on a pris à partir de 2021. Mais une année, je dirais une année, c'est bien, ça donne toute... les saisons, voilà, les périodes, les événements, ça peut couvrir en fait toute une période intéressante. D'accord, et juste et après, parce que je vois bien dans les cas de sans station fixe, comment les prévisions qu'on fait peuvent être utilisées pour améliorer après le placement, ou savoir Oui. comment rééquilibrer, etc. Alors, Pour tout ce qui est station fixe, pour le coup, et parce que une fois que les stations ont été installées et qu'on attend un an d'historique, s'il faut revoir tout le placement, c'est un peu... oui, mais ce que l'opérateur peut faire, c'est plutôt, au lieu de changer les stations, c'est d'inciter, soit d'inciter les clients à rendre les trottinettes dans les stations qui sont vides, et il y aura des demandes par la suite, avec un système de récompense, soit quand ils font les tournées pour changer les batteries, c'est possible aussi d'équilibrer entre les stations. Parce que dans les stations fixes, on parle plus d'un problème d'équilibrage pour ne pas avoir des stations vides ou des stations pleines, pour pouvoir trouver une trottinette et avoir l'emplacement pour rendre la trottinette. Mais après, proposer d'autres stations, vous voulez dire, c'est très compliqué parce que quand le système... En amont, je pensais que vous pouviez éventuellement proposer des services, mais je ne vois pas forcément à partir de ces données-là, proposer des services pour aider des opérateurs à savoir où placer les stations au départ, quoi. Plutôt qu'ils le fassent juste de manière manuelle, un peu empirique, comme vous avez dit au début, quoi. Oui, après ça dépend de la métropole. Normalement, ils ont des emplacements qui sont aussi décidés avec la métropole. Ok, de toute façon maintenant c'est la pause, donc c'est le moment idéal pour poursuivre cette discussion et d'autres si vous voulez.